Merci à toutes et à tous de faire confiance à votre chaîne Congo Buzz Télévision. C'est parti pour une nouvelle semaine marathon. Merci d'être avec nous, merci de nous accompagner toujours, vous qui nous suivez à travers ce magazine Grande Tribune. C'est le lundi 10 novembre 2025. Lentement mais sûrement, on va vers la fin de l'année 2025, l'avant-dernier mois, on se prépare déjà. Alors, premier sujet, Doha et Washington, le chef de l'État s'est exprimé très bientôt. Les choses sont sous la bonne voie. Il y aura signature d'un accord. Information corroborée par Tina Salama qui a annoncé que la Maison-Blanche va bientôt envoyer les invitations pour signer un accord de paix à Washington. Elle a dit. Mais sous le terrain, malheureusement, les combats se poursuivent. Le général Sylvain Kenge, porte-parole des FARDC, a fait un communiqué, ou plutôt un message pour annoncer la reprise, la violation du cessez-le-feu par l'AFC, la coalition AFC M23. Est-ce contradiction entre ce qui se dit par les autorités et ce qui se fait sur le terrain? Quelle réalité? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Messieurs, dames, trois invités sur ce plateau autour de ces questions d'actualité. Nous parlerons également de cette suspension d'émotion, motion de défiance, motion de censure au niveau de l'Assemblée provinciale par le ministère de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières. Merci. À part d'arriver, monsieur Larousse Mouya, cadre UDPS Tshisekedi. Bonjour et merci d'être là. Merci de m'avoir invité, M. Dan. Mes salutations à tous nos compatriotes qui vont nous suivre depuis leurs écrans, à la maison ou partout ils se trouveront. Mes salutations aussi à mes co-débatteurs ici présents. Je salue Maître Samuel. Et voilà, je salue Monsieur, je n'ai pas retenu le nom. Joseph Kongolo. Monsieur Joseph Kongolo qui est juste à mes côtés. Voilà, donc j'espère qu'on va passer un excellent moment républicain. On va parler de ce qui nous porte à cœur, la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Larousse Mouya. Maître Samuel Nkonko, bonjour et merci beaucoup d'être aussi avec nous. Merci beaucoup, très cher Dan, encore une fois de plus d'avoir songé à nous pour prendre part à ces débats citoyens que nous souhaitons être vraiment enrichissants pour tous ceux-là qui auront à nous suivre. Je salue à la même occasion tous les téléspectateurs qui auront l'occasion de nous suivre et je ne saurais conclure cette page de salutation sans pour autant saluer mes co-débatteurs. Je pense à cette occasion à M. Larousse et ainsi qu'à M. Joseph Kongolo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Samuel Nkonko. Bonjour également et merci d'être là à M. Joseph Kongolo. Merci Dan, merci à Larousse et Maître Nkonko. Je suis content de partager ce plateau avec eux parce que je reçois toujours des feedbacks de la part des amis et des connaissances qui me disent qu'il est bien classé. Vraiment. Voilà. C'est pas pour rien qu'on l'invite. Hein. On l'invite parce que vous êtes tous valeureux. Merci. Merci beaucoup. L'actualité dans notre pays, qu'est-ce qui domine? La conseillère de Donald Trump, Madame White Kane, promet un miracle dans les 52 jours pour la paix. C'était au cours d'une journée de prière spéciale organisée par la pasteur Paola, donc White Kane, qui promet, comme je l'ai dit, un miracle dans les 52 jours pour la paix. Les bruits des bottes prendront fin. Et les chefs de bureau pour la foi de la Maison-Blanche, c'est une information rapportée par Actualité CD. Cette activité fut organisée le samedi 8 novembre et autour du thème « Nouveau monde, bâtissons ». Autre nouvelle, le président israélien Isaac Herzog devra se rendre en RDC et en Zambie au cours de cette semaine, rapporte le Jewish News Syndicate. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Louko-Biango, Jacquemin, a réuni le samedi 8 novembre les chefs de regroupement des partis politiques de l'Union sacrée sous la présidence du président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde. L'objectif de cette rencontre était d'échanger sur la stabilité des institutions provinciales, notamment face aux motions et pétitions initiées par certains députés provinciaux jugés inopportunes en pleine période d'agression du pays. La coalition terroriste de la FCM 23, soutenue par le Rwanda, intensifie depuis plusieurs jours les attaques contre les positions des FARDC sous le terrain.
Les forces armées de la République dénoncent ces violations manifestes et intentionnelles des engagements souscrits dans le cadre des processus de paix de Washington et de Doha. Sylvain Ekenge. Accord de Washington, la RDC et le Rwanda paraphent le texte intégral du cadre régional d'intégration économique dont la mise en œuvre reste conditionnée à l'exécution du CONOPS et de l'ordre opérationnel. Je suis heureux de vous annoncer que les processus de Doha et de Washington vont connaître un aboutissement heureux dans les prochains jours. La Maison-Blanche nous enverra bientôt des invitations pour signer un accord de paix à Washington. Merci beaucoup. Félix Tshisekedi, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, de nous faire confiance. On l'a dit d'entrée de jeu, 2 sujets feront l'objet de cette émission. On va d'abord revenir sur cette affaire, cet accord de Washington et tout ce qui a été signé à Doha, déclaration de principe, échange de prisonniers. Et cesser le feu. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Les combats continuent, mais le président Tshisekedi reste optimiste. Dans les prochains jours, il y aura une invitation pour la Maison Blanche. Est-ce que les signaux sont-ils toujours, corroborent avec ce que annonce le président? S'il y a contradiction, pourquoi il y a contradiction? Voilà. Je commencerai par Maître Samuel Konko. Quelle est votre lecture de cette affaire, de cette question? Merci beaucoup, très cher Dan. C'est vrai que nous aimerions bien chuter par rapport à tout ce qu'il y a comme dynamique en vue de pouvoir trouver une solution à la sortie des crises qui se trouvent en République démocratique du Congo. Mais il faudra constater une chose, c'est que si le processus n'avance pas jusqu'à ce jour, c'est parce qu'il y a un manque de volonté constaté dans le chef des partis opposés, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau régional. Alors nous souhaitons plus particulièrement que le processus puisse réellement aboutir. C'est vrai qu'il y a des annonces qui ont été faites selon lesquelles il y a des invitations qui seront lancées aux 2 présidents de la région, plus particulièrement le président Tshisekedi et le président Kagame, pour finalement aller parachever le processus de Washington dans les jours qui viennent. Mais on a tous entendu dans les entrefaits la dernière sortie, je crois, du président aussi rwandais, je crois, qui s'est succédé à la sortie du président de notre pays. Le président de notre pays qui a salué cette intention ou ce processus visant la chute de ce processus de Washington, mais de l'autre côté, son homologue rwandais, on a entendu dans sa sortie, apparemment il restait sceptique et il ne croyait pas du tout au règlement pacifique de ce conflit par rapport à ce processus de Washington. Mais nous, en tant que Congolais, ce que nous souhaitons, c'est que réellement qu'il y ait une chute apaisée dans ce processus. Pourquoi? Parce que nous avons suffisamment été éventrés par les affres de la guerre et cela ne suffira pas. Il faudra qu'au niveau aussi interne, dans le processus de Doha, qu'il y ait aussi des intentions de pouvoir réellement sortir de cette crise. Parce que Washington ne va aboutir que si seulement au niveau interne, au niveau de Doha, nous avançons aussi. Si au niveau de Doha, ça n'avance pas, il sera aussi difficile de voir aussi les accords de Washington pour voir aussi donner un résultat escompté. Voilà pourquoi nous souhaiterons, nous en tant que Congolais ou acteurs de la société civile ou les forces vives nationales, nous souhaitons et mettons vraiment ce vœu de voir toutes les dynamiques mises en mouvement afin de pouvoir sortir de cette crise réellement chuter de manière apaisée. Mais qu'est-ce qui explique que sur le terrain, la situation n'évolue pas? C'est tout ce qui scandalise aussi un peu plus, c'est que nous constatons qu'il y a des pourparlers, il y a des processus, il y a des discussions, mais fort malheureusement, la réalité sur terrain ne suit pas. Je crois qu'il y a quelques semaines bien avant, vous aviez les responsables du M23 qui ont multiplié des communiqués tendant à pouvoir condamner le gouvernement par rapport à la violation de la déclaration du principe qui énonçait carrément la théorie ou bien l'application du cessez-le-feu. Et vous constaterez ensemble avec nous que récemment, c'est maintenant le porte-parole de l'armée aussi qui revient aussi maintenant à la charge, qui à son tour revient aussi pour faire savoir que le M23 a repris les hostilités tendant à pouvoir attaquer les positions de front propres au FRDC. Je crois que de part et d'autre, on ne cesse de pouvoir s'élancer la responsabilité. Voilà pourquoi j'ai dit à l'entame de mon propos qu'il est important que les deux camps puissent réellement
manifester cette intention de pouvoir sortir de ces crises. Qui peut être le plus bénéficiaire dans ce qui peut être celui qui tire avantage de la détérioration de la situation sur le terrain? Je crois que jusqu'à présent, ça profite aux deux parties, dans le sens où, tant que les uns ne feront pas des concessions par rapport aux autres, il sera clair que chacun voudra garder son camp, car chacun voudra garder ses positions, et les perdants dans cette situation, c'est nous le peuple, parce qu'à l'heure actuelle, ça ne profite vraiment pas au peuple. Vous avez les uns qui pensent qu'ils peuvent se contenter des territoires qu'ils ont déjà occupés, et nous savons ce que ça leur donne comme butin. Et vous avez de l'autre côté aussi, au niveau de Kinshasa, qui nous avions été scandalisés par la sortie d'un des officiers de l'armée qui a fait savoir à l'opinion publique étant qu'une des provinces du pays ne tomberait pas, le Congo vivrait. Donc vous avez peut-être certains, de manière indirecte, qui font savoir à l'opinion nationale qu'internationale que tant que le Congo est dans la configuration qu'elle est aujourd'hui, les histoires pourront avancer. Moi, je crois qu'il serait important que les personnes concernées dans ce cadre de ce processus puissent réellement être animés par un sursaut patriotique afin qu'on sorte de cette crise. Au cas contraire, ils risqueraient tous d'être complices du chaos que vit le peuple congolais. Donc, du côté de Kinshasa, du côté de la FCM23, même du Rwanda, les deux ou tous les protagonistes ne sont pas de bonne foi pour pouvoir ramener la paix, le retour de la paix, parce que tous tirent profit de cette situation, Maître Samuel Konko, si j'ai bien compris. Naturellement, bien entendu. Donc Kinshasa a également intérêt à ce que cette guerre se perpétue en quelque sorte, malgré la demande du chef de l'État. Non, elle n'a pas intérêt à ce que cette guerre se perpétue. Kinshasa représente l'impérium du pays. Elle a intérêt à mettre fin au processus. Et pour ce faire, elle doit s'engager réellement de manière ouverte et claire dans le processus dans lequel il est engagé. Le processus de Washington et le processus de Doha. Voilà. D'accord. Donc, les deux côtés ne respectent pas les engagements signés. Monsieur Larousse Mouya, quelle est votre lecture de cette question? Le chef de l'État reste optimiste. Bientôt, il y aura signature d'un accord. Mais sur le terrain, la situation, les protagonistes s'accusent de violation des engagements signés. Comment vous analysez cette affaire? D'accord, merci. Avant de répondre, je veux passer juste un petit mot rapidement. Bientôt là, au mois de décembre, on va partir au Congrès et pour élire le nouveau animateur de notre parti. Je parle de l'UDPS Tshisekedi. Donc voilà, je vais surtout m'adresser à mes camarades qui seront désignés congressistes, à tous les cadres du parti, de pouvoir porter leur choix sur la personne de Normel Kabea, qui est en ce moment ici en droite ligne pour briguer le poste du président de la Ligue des Jeunes. Alors, j'avais une autre question un peu plus rapidement. Je voulais appeler à l'attention du ministre de l'Emploi, Monsieur Ferdinand Massamba, je crois. Il y a une question très importante autour de la sous-traitance en RDC. Le chef de l'État avait demandé à son prédécesseur de pouvoir travailler en intelligence avec l'IGF afin de pouvoir voir dans quelle mesure est-ce que nos compatriotes qui travaillent chez les Indo-Pakistanais spécifiquement ou les expatriés, comment est-ce qu'ils sont rémunérés. Ils travaillent dans des conditions qui sont épouvantables et la situation ne peut plus continuer. On avait demandé à ce qu'ils puissent travailler en bonne intelligence, je vais dire, mais le travail n'a pas été conduit jusqu'au bout. Et ils continuent de travailler dans des conditions inhumaines, sans la possibilité de se syndiquer, touchant presque une misère en termes de salaire. Donc je crois qu'il est arrivé le temps où on doit se pencher avec beaucoup plus de dextérité sur cette question. D'accord. Pour répondre à la question de Doha, qu'est-ce qui tire l'avantage, la position de la RDC et tout, mais nous, notre position est claire dès le début. Nous voulons la cessation des hostilités, mais pas à n'importe quel prix, puisqu'on est aussi prêt à répondre à n'importe quel moyen qu'on mettra devant nous pour parvenir à la paix. Donc voilà, on n'est pas conditionné que par Doha, que par Washington, que par la diplomatie ou que par les armes. On n'a fermé aucune porte. Les chefs de l'État parlent avec tout le monde dès le début, avant même que cette guerre ne commence. Certains peuvent l'oublier, mais les chefs de l'État avaient tendu la main à Kagame pour pouvoir faire des affaires ensemble et faire taire les armes. Et ça, le sanguinaire Paul Kagame n'a pas voulu entendre les choses de cette oreille-là. Il a à nouveau réarmé sa milice. Il a embauché de nouveaux Congolais mis à la tête de son mouvement comme en 97 avec M. Laurent Désiré Kabila. Mais cette fois-ci, les choses ne sont plus passées comme il l'attendait. Mais est-ce que du côté du gouvernement ou des autorités, les engagements pris sont respectés, notamment à Washington, tout ce qui a été décidé
et tout ce qui s'est décidé, tout ce qui était décidé notamment dans la déclaration des principes, et même dans la déclaration où les deux parties sont engagées à échanger les prisonniers. Est-ce que Kinshasa respecte sa part? Je ne vais même pas aller loin. Paul Kagame a parlé, je crois que c'était hier, vous l'avez entendu. Il remettait en question ses accords. Il remettait en question les accords qu'il avait signés. Vous n'avez pas entendu un propos comme ça de la part de notre président de la République. Il était plutôt... Il est optimiste. Mais Kagame dit, il ne croit pas en ces accords. On n'est pas encore entré dans la phase active où il faut mettre les choses en pratique. Déjà qu'il explique qu'il ne croit pas en ça et que ces accords étaient truffés de mauvaise volonté. Et on entend un ancien général rwandais, Ingabire, qui est en retraite, qui explique que d'un moment à l'autre, on peut être appelé pour aller au front, on va combattre, nos jeunes gens iront éradiquer toute forme de menace qui sera sur nous. Donc, pour Kagame, on comprend. Nous avons tout intérêt à ce que la paix revienne. Mais qui est-ce qui n'a pas intérêt à ce que la paix revienne? C'est Paul Kagame. Pour quelle raison? Elle est simple. Les Rwandais bâtissent son économie sur l'agression rwandaise. C'est monsieur arrivé au pouvoir avec l'agression rwandaise directement. L'économie rwandaise est assise sur l'agression rwandaise. On retire au Rwanda ce qui pillait à la RDC. Le Rwanda n'est plus rien. Le Rwanda n'est plus rien. C'est lui qui perd à tous les niveaux. Puisqu'on est parvenu à obtenir quelque chose avec l'actuel chef de l'État, qui n'était pas inscrite auparavant. Chaque fois qu'on avait des paix factices avec ces factions sanguinaires, c'était des brassages, des mixages, des gens qui venaient de tuer, qu'on donnait l'uniforme loyaliste, et ils exigeaient de rester à Goma, à Bukavu, là où ils avaient commis des massacres. Ils n'étaient pas poursuivis. Nous avons des cas, des assassins comme ces Sangadans. La politique aujourd'hui qui sont là, qui ne sont pas poursuivis. Mais aujourd'hui, le chef de l'État a dit, fini. Il y aura pas de paix durable sans de justice équitable. Après ces processus, la justice devra poursuivre tous ceux qui sont impliqués. Et ça, il sait aussi que même sur le long terme, il est perdant. Donc voilà, c'est lui qui a tout intérêt à ce que la paix ne soit pas retrouvée, qu'on continue à être dans cette situation. Mais là encore, il se trompe. Puisque c'est quelqu'un qu'on a étudié, nous, dans l'UDP spécifiquement, et les chefs de l'État, on l'a étudié depuis. On comprend comment... Qu'est-ce que vous répondez à ce que dit la FCM23, que leurs positions sont bombardées matin, midi, soir, et que Kinshasa ne respecte pas du tout les engagements? Qu'est-ce que vous répondez à la FCM23 qui déclare cela? Mais ces sont des gens sans foi ni loi. Vous pensez qu'ils peuvent dans la vérité? Absolument pas. Quelqu'un qui s'autorise à prendre les armes pour aller tuer les siens, on entendait là expliquer que non, enfin, Chilombo veut combien de morts pour qu'il puisse enfin négocier, ça dépend de lui. Comme un gangster qui aurait pris en otage un groupe de personnes, il dit je vais abattre un à chaque minute jusqu'à ce que vous me donnez ce que je demande. Ils ne sont pas du côté de la vérité. C'est plutôt eux qui agressent les RDC. Comment est-ce qu'ils sont retrouvés sur nous? Ils partent de position, ils n'ont pas de position. Donc voilà, nous sommes un État, nous nous défendons. Nous avons des entités régaliennes qui doivent opérer même de force pour garantir la sûreté territoriale. Donc, c'est plutôt eux qui ont intérêt avec ce qu'ils pillent, avec ce qu'ils volent. Ils veulent perpétrer leur système. Mais nous, on est prêts, on ne néglige aucune forme de batterie. S'ils veulent conclure dans le sens de la paix, effectivement, on est là, on est à la table. On n'a pas quitté la table des négociations pour autant et on n'a pas quitté aussi nos lignes de front. Donc voilà. Merci bien. Monsieur Joseph Kogolo, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une volonté affichée de part et d'autre? Oui. Ou il n'y a pas de volonté? Il y a une volonté. Vous savez, ce qu'on appelle manque de volonté, j'ai entendu Maître Konko tout à l'heure, c'est l'enjeu. L'enjeu. Qui fait voir à une certaine opinion qu'il y a un manque de volonté. Non. Il y a un combat d'intérêt, en fait. Il y a un combat d'intérêt. Je sais de quoi, en tant qu'un État souverain, moi je sais de quoi, parce que je suis sur le terrain déjà, qu'est-ce que je gagne? C'est justement ça qui fait voir à une certaine opinion qu'il n'y a pas de volonté. Mais la volonté est là. Du côté de la République démocratique du Congo, on ne jure que par la volonté de mettre fin à la guerre. Ça, c'est connu. On voit l'engagement, on voit tout ce qu'on a dépensé. On est déjà à plus de 9 milliards de dollars qu'on a dépensé pour la guerre de l'Est. Ça, c'est de l'engagement manifeste. Donc, la volonté est là. Mais la volonté, on l'arrache de force du côté du Rwanda. On arrache cette volonté. J'ai suivi Kagame qui dit que, écoutez, il rejette ses accords. Simplement parce qu'il a perdu de fond en comble. Parce qu'il ne veut pas tirer sa main du Congo qui constitue la substance majeure, n'est-ce pas, la survie du Rwanda. Donc, nous sommes engagés pour la volonté, il y a de la volonté pour pouvoir retirer la République, des pans du territoire qui sont entre les mains de l'occupant. Mais en réalité, le Rwanda ne veut pas, c'est clair, parce que
toute la substance de la survie du Rwanda est sur le Congo. Mais ça, il faut le dire. Qu'est-ce qui empêche que le Rwanda, si le Rwanda ne respecte pas, nous sommes dans un mécanisme dans un accord, des accords notamment on a commencé par Washington, on est à Doha, si le Rwanda ne respecte pas, il y a un mécanisme de contrôle qui est prévu au niveau de l'accord de Washington. Comment cela n'est-il pas opérationnel? Ne soyons pas naïfs. C'est pourquoi j'ai toujours dit à mes amis juristes, n'est-ce pas, que au choc avec le politique, c'est toujours le droit qui perd. Quand il y a choc, le politique et le juriste, et le juridique, c'est toujours le droit qui perd. On ne peut pas emprisonner la politique par le droit. C'est faux. C'est faux. Donc on signe pour ne pas respecter. Non, non, je commence par là. Pour t'expliquer ce qu'est la politique en réalité. Machiavel semble vous le dire, mais vous ne voulez pas l'écouter. C'est une déformation, ceci. Mais il vous a peint la vérité de la politique. Voyez-vous? Les négociations, c'est un domaine de stratégie. C'est un domaine de stratégie. Très glissant. Vous avez vu l'Europe, elle a essayé d'emprisonner la Russie. Aujourd'hui, c'est l'Europe qui est pratiquement par terre. C'est un domaine très glissant. Quand on ne sait pas fixer les objectifs, les moyens pour atteindre les objectifs, eh bien on peut faire l'erreur et c'est le contraire qui arrive. C'est le même cas avec ce qui s'est passé ici. Au début, c'était la République qui avait perdu. On a récupéré 2 provinces, voilà. Mais je voudrais vous dire tout de suite qu'aujourd'hui, la même lecture a changé. Aujourd'hui, c'est le président de la République, malgré qu'il y a un territoire qui est occupé, mais diplomatiquement, il est en position de force. D'ailleurs, il faut voir l'évolution de ce discours. Il commence par dire que Kagame, j'attends ton offre de paix. Drôle de façon, n'est-ce pas? C'est parce qu'il connaît à quelle position il occupe par rapport à l'adversaire. Et puis après, il vous dit que non, c'est pour bientôt. Et puis après, une dame qui arrive, vous savez, c'est une guerre américaine. Depuis tout ce temps, c'est une guerre américaine. Et ce sont les Américains qui sont capables de terminer cette guerre. Et aujourd'hui, Félix a fait le bon choix d'aller voir les porteurs de la guerre depuis 30 ans. Et c'est cette dame qui est à côté du porteur de la guerre qui vous dit que dans 52 jours, ça va s'éteindre. Moi, je l'ai dit, je crois sur les médias la semaine passée. Je l'ai dit, nous sommes dans l'après-guerre. La guerre est finie. Parce que ceux qui la portent, ceux-là qui ont emmené la guerre ici, ils ne sont plus là. Ni l'argent pour la logistique, ni ceci, ni cela, rien, ni soutien politique, il n'y en a plus. La guerre est finie. Donc, on est dans un autre paradigme qui est différent du regard du citoyen lambda. Mais quels sont les signaux qui démontrent que vraiment nous sommes sur la bonne voie? C'est ce que je dis. Mon regard, en tant qu'observateur attitré de cette guerre, n'est pas le même que tous les autres. Je vous dis que les porteurs de la guerre, ceux qui ont porté la guerre, les multinationales, le clan Clinton, l'Union européenne, ils ne sont plus là. On a enlevé la main. Ils ont enlevé leur main du Congo. Donc le Rwanda et tout ce que vous avez, les 1,23 ici, ils ne savent plus où aller. Ils n'ont plus rien. C'est faux tout ce qu'ils font. C'est faux. Dans 50 il n'y a plus rien. C'est pourquoi je vous dis, mon regard montre que la guerre est déjà finie. Parce que ceux qui l'ont portée ne sont plus là. Ils ont quitté la guerre. Ce sont les petits profiteurs qui tentent de chercher un positionnement. Qu'est-ce qu'ils peuvent gagner en définitive, ainsi de suite. Et tout ça, la guerre est déjà finie. La guerre est déjà finie. Trump également l'a dit. Je termine. Oui. Allez-y, allez-y. Je termine. Vous dites pourquoi le président déclare ceci, le terrain. D'abord, je voudrais vous informer que la guerre ne se termine pas comme du carburant dans un véhicule. Toutes les guerres du monde, même le combat, quand à deux, même s'il y a déjà un médiateur, à travers l'épaule, je peux toujours lancer des coups. La guerre ne se termine jamais comme du carburant dans un véhicule. Qu'est-ce que vous voulez concrètement dire? On peut déclarer la fin de la guerre aujourd'hui. Demain, tu entends qu'on a tué 2 personnes là-bas, on a enlevé 3, on a violé 2, ainsi de suite. C'est comme ça avec la guerre. Elle ne se termine pas comme du carburant dans un véhicule. Sachez-le, c'est toutes les guerres. Même la guerre de 40-45, ce n'est pas le jour de la déclaration de la fin de la guerre que la guerre s'est terminée. Non, il y a eu ce qu'on appelle les escarmouches et tout ce que vous voulez là. Ça existe. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais depuis juin, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Depuis le 27 juin. Non. Vous avez suivi nos amis, ils disent qu'on nous bombarde et tout ça. Non, dans une communication de guerre, vous faites la communication classique peut-être, mais dans une communication de guerre, et surtout quand on sera en politique, moi, ce que je voudrais faire, je peux l'apporter sur mon adversaire. Je voudrais bombarder aujourd'hui, j'ai dit voilà, ils m'ont bombardé. D'ailleurs, ça existe, c'est dans toutes les guerres. Quand vous entendez le 1,23 vous dire que nous sommes attaqués sur tous les fronts, ça veut dire soit c'est eux qui l'ont fait, ou soit c'est eux qui vont le faire. C'est ça en guerre, ça se dit comme ça. Et c'est en politique, ça se fait comme ça. Quand l'opposition veut faire ceci, c'est l'opposition qui accuse le pouvoir. Mais que répondez-vous à M. Samuel Congo qui dit qu'il départ et d'autre, il n'y a pas de volonté que ce soit du côté. Non, la volonté est engagée du côté de la République démocratique du Congo. C'est tout à fait normal et logique que du côté du Rwanda qu'il n'y ait pas de volonté. Et je vous informe que toutes les concessions que le Rwanda a faites
ce ne sont pas les concessions volontaires, c'est des concessions issues des influences, n'est-ce pas, des Américains. Eux qui ont porté la guerre, qui ont changé de partenaire, qui ne sont plus du côté du Rwanda, qui sont de notre côté, ils veulent aller tout simplement vite. Merci. Parce que, rappelez-vous, à Doha, quand Félix a refusé de signer le cadre d'intégration régionale régionale, vous savez que le jour où Félix a annoncé ça, c'est le jour où une délégation partie des États-Unis vers Doha pour influencer le M23 de signer. Ils l'ont fait. De la même manière, toutes les concessions que nous avons, nous, c'est sous l'influence des Américains qui veulent tout de suite entrer en possession de ce que le cas d'intégration économique, c'est avec le Rwanda, pas le... Non, avec les États-Unis aussi. Pas le M23. Les États-unis est là. Je parle... S'il vous plaît, États-Unis n'est pas État signataire. États-Unis, c'est l'État facilitateur accompagné de l'État du Tout à fait. Ils vont apposer leur signature. Je voudrais vous informer que le M23 n'a pas d'interlocuteur officiel. C'est lui qui parle en lieu et place du M23, c'est le Rwanda. Mais pourquoi on a divisé Doha et Washington? Parce que Doha, dans les principes, Doha, c'est avec M23. Quand on vous a parlé, Washington, c'est avec le Rwanda. Quand on vous a parlé de l'aéroport de Goma, qui a répondu? C'est le ministre des Affaires étrangères rwandais. Ok? Vous avez suivi? Vous avez entendu qui du M23 répondre à la place? Donner son point de vue. Ce sont des supplétifs. Quand nous appelons les supplétifs, ça veut dire qu'ils n'ont aucune autorité au-delà de celle, n'est-ce pas, de leur parrain qui est le Rwanda. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Maître Samuel Nkonko, vous dites que des parts et d'autres, il n'y a pas de volonté. C'est-à-dire même du côté du gouvernement congolais, il n'y a pas de volonté. Mais qu'est-ce qui empêche à ce que les États-Unis, grande puissance économique, puissent veiller à ce que les deux signataires puissent respecter leurs engagements? Merci beaucoup, Dan. Je crois que le problème est tellement complexe que les États-Unis ne vont pas venir pour pouvoir s'imposer. Ils sont médiateurs, comme tu l'as dit. Ils offrent leurs offices afin de pouvoir sortir de cette crise. Le mécanisme de sanctions vers ceux qui ne respectent pas les différents engagements. Vous savez, on a déjà suffisamment évolué dans le cadre du règlement de ce conflit. C'est que nous sommes à un stade présentement où les parties devront tout simplement se mettre en accord. Il y a déjà eu des préalables qu'on a déjà obtenu, notamment la signature, la première signature des accords de Washington d'une part, et à Doha la déclaration des principes. Ça veut dire les gens se sont déjà convenus de pouvoir sortir de cette crise. Maintenant, nous sommes dans une phase de matérialisation de la question. C'est là que tout le problème se pose à ce stade. Est-ce que les Américains devront venir pour pouvoir imposer leur volonté dans un environnement si complexe que celui-là? Ça serait très compliqué. Je parle de l'établissement des responsabilités. Parce que de part et d'autre, on s'accuse de ne pas respecter les engagements. Oui. Comment le savoir vraiment que c'est elle qui vraiment est en train de violer? Pourquoi est-ce qu'on parle de... Il y a un mécanisme de contrôle conjoint qui a été mis en place. Oui, il y a un mécanisme qui a été mis en place de surveillance, au niveau de Doha, un mécanisme de surveillance de cessez-le-feu qui a été mis en place, mais je ne sais pas, à ce stade, pourquoi est-ce qu'il n'y a toujours pas un communiqué qui a été pondu pour le moment? Parce qu'il est clair que toutes les deux parties se rejettent la responsabilité par rapport à la violation du cessez-le-feu. Mais ce mécanisme, jusqu'à présent, n'a pas encore donné un communiqué, quel qu'il soit. Deuxièmement, ce qu'il faut aussi retenir ici, c'est que si seulement les deux parties n'arrivent pas à parler le même latin ou le même langage, c'est dû à quoi? Parce que les uns et les autres ne se conviennent pas sur leurs agendas. Chacun a incarné un cahier des charges qui ne convient pas à l'autre. C'est à ce niveau-là maintenant qu'il faut essayer d'harmoniser. Vous avez les uns qui ont un cahier des charges, vous avez les autres qui ont aussi un cahier des charges, et c'est à ce niveau-là qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Vous aviez entendu certainement parler d'un certain draft qui avait été proposé par la facilitation de Doha à la signature de deux parties, mais qui n'a pas abouti. Pourquoi? Parce qu'il y a le M23 qui a fait presque une surenchère par rapport aux propositions en vue de sortir de cette crise. Alors, à ce stade, nous sommes encore à une phase d'harmonisation. Tout ce que nous voulons, c'est que les deux parties harmonisent. Parce que s'il n'y a pas d'harmonisation, on va pérenniser la crise et on va continuer dans cette situation. Vous croyez ce que madame... la conseillère de Donald Trump, Mme White-Kahn, qui dit que voilà, dans les 52 jours prochains, il y aura une bonne nouvelle. Il y aura une bonne nouvelle pour la RDC. Les bouts des bottes prendront fin. Je veux bien... Prophétie ou réalisme? Bon, je crois que vous avez dit qu'elle est, je crois, prophète ou une histoire comme ça. Oui, elle est chargée des questions spirituelles, de, je sais pas, bureau de foi. Du bureau ovale de la Maison Blanche. Bon, en tant qu'évangélique, parce que nous les sommes, nous avons quelque chose à dire dessus, mais nous sommes dans un champ politique.
Ne faisons pas du méli-mélo, ne mélangeons pas les histoires. Vous ne voyez pas, dans 52 jours, là, totalement, au regard de l'évolution des événements sur le terrain? Ça peut se faire plus tôt, même que les 52 jours, tout comme ça peut ne pas se faire dans les 52 jours. Là, je parle dans le contexte purement politique. Je ne vais pas donner un avis évangélique par rapport à la chose. Quel est le mécanisme qui peut faire en sorte que la paix revienne, là, aujourd'hui ou demain? Qu'est-ce qui peut déclencher cela? Parce que sur le terrain, vous l'avez dit, il n'y a pas de volonté et on ne respecte pas les engagements. Qu'est-ce qui peut... Mais l'harmonisation des cahiers des charges des deux partis, ils ont des cahiers des charges, tous ont des revendications, des part et d'autres. Tous ont des revendications des part et d'autres afin qu'on puisse sortir de la crise. Vous avez les uns qui demandent des mesures de décrispation, des mesures de confiance, notamment tendant par exemple à mettre fin aux poursuites de certains membres de leur regroupement, d'autres réclament une certaine amnistie. Il y a tout ça, il y a ces cahiers de charges, vous avez certains qui pensent qu'il faudra mettre en place des forces de sécurité qui seront peut-être composées d'une partie, qui seront composées, ça veut dire chaque partie devra y apporter quelque chose pour construire la sécurité de la région. Il y a des cahiers de charges des part et d'autres. Ici, ils doivent tout simplement harmoniser les cahiers des charges des part et d'autres. Ça veut dire qu'ils doivent faire des concessions. Tant qu'il n'y a pas de concessions, il sera difficile de sortir de ces crises. Et si nous ne sortons pas de cette crise, le risque c'est lequel? C'est qu'on va nous imposer un schéma. On va nous imposer un schéma. Le fait que les deux entités s'entendent, si AFC M23 gouvernement s'entendent, il sera toujours important d'avoir un dialogue en interne avec les forces politiques. Oui, c'est important. C'est important, pourquoi? Malgré parce que la fin de l'AFC M23, malgré tout, ça sera toujours important aussi. Il sera très important, pourquoi? Parce que à ce niveau-là, ça sera de régler les questions des crises liées aux problèmes sécuritaires entre le M23 et le gouvernement. Mais en interne, ça serait pour régler les questions politiques. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que la crise sécuritaire a tout simplement pour résultante les frustrations politiques. Voilà pourquoi il est important aussi, c'est pour parler au niveau interne avec tous les acteurs politiques afin de pouvoir réellement répondre de manière efficace à la problématique de la pacification de l'Est de notre pays. Il y a une vérité à laquelle nous ne devons pas déroger. C'est pour l'histoire. C'est pour les enfants qui nous suivent, nous autres acteurs politiques qui sommes les historiens du présent. Lorsque vous dites que la crise sécuritaire a pour pendant les climats politiques, pardonnez-moi, mais c'est une contre-vérité énorme. La crise actuelle que nous vivons n'est pas partie d'aujourd'hui. N'a pas pour nom Félix Tshisekedi, n'a pas pour nom UDPS. On nous a agressés alors que l'UDPS n'était même pas là, au pouvoir. Ça fait plus de 30 ans. Et c'est une vérité sur laquelle on ne doit même pas effacer une virgule. C'est Kagame, avec ses alliés, les multinationales au niveau international. Donc cette vérité doit être dite. Il y aura Fayoulou ou, je ne sais pas, Mouzitou à la tête du pays, Kagame allait continuer à faire ce qu'il fait à l'Est de la République. C'est ça la vérité. Et il s'est toujours servi de certains Congolais des services. Voilà, vous verrez, aujourd'hui, elles sont là même, hein, dans certaines de nos institutions, des gens comme Olenga Nkoyi, Délicie Sarah. Laissez-moi le choix des noms, hein, j'en assume totalement la responsabilité. Voilà, des José Makila et tout consort. Il va même rajeunir sa classe des traîtres, Adachaloué, Arimagie et tout le tralala, des Pérelouara. Ils sont là, c'est connu. Vous avez soutenu également la FDL, l'UDPS. Pardon? Vous avez soutenu la FDL ou pas, UDPS? Vous savez... L'entrée de la FDL, est-ce que vous, l'UDPS, a soutenu ou pas? Nous avons une responsabilité. L'UDPS n'a pas pris les armes aux côtés de la FDL. Non, est-ce que... Nous avons une responsabilité, nous autres, peuple congolais ou peuple zaïrois, avoir acclamé ceux qui étaient venus pour nous massacrer, on les a appelés les libérateurs, en fait. Et ils ont confondu... C'est une responsabilité, vous regrettez ça? C'est une responsabilité collective, voilà. Mais je parle de position. On doit regarder notre histoire avec courage. Position politique. Votre position politique. Nous n'avons pas pris les armes aux côtés... Oui, est-ce que vous reconnaissez avoir soutenu l'AFDL ou pas? Politiquement parlant. Je parle d'une responsabilité collective en tant que peuple. Nous avons acclamé les envahisseurs, on les a appelés les libérateurs. Qu'est-ce qu'on a vécu après? Et lui-même qui les a amenés, qu'est-ce qu'il a dit après? Qu'ils ont trouvé du miel, ils ne veulent plus partir. C'est ça la formule. Donc, ils ont cru aussi que la recette qui avait servi à l'époque, puisque il y avait plus d'harmonie entre le maréchal Mobutu et son peuple, il faut le dire, ils ont compris ça, ils essaient de refaire cette même recette pour dire que le problème c'est Tshisekedi.
C'est ça qu'ils essayent. Mais ça n'a pas pris, la mayonnaise n'a pas pris, le peuple n'est plus dupe. Oui. On est conscient de ce qu'on a eu à avoir comme faiblesse. Aujourd'hui, c'est terminé. Tout celui qui s'identifie aux côtés, que ce soit politique ou militaire, des envahisseurs, est catalogué. Et aujourd'hui, la chose est encore beaucoup plus nette puisque nous sommes à l'ère de l'information. Nous avons des images, nous avons des discours, nous avons des vidéos. En temps utile, chacun aura son verdict. Donc voilà. Il y en a qui seront sanctionnés sur le plan militaire, il y en a qui seront sanctionnés un peu plus tard sur le plan juridique, il y en a qui seront sanctionnés sur l'aspect politique. Donc voilà, et je ne redoute même pas qu'il y aura des vendettas, je ne redoute pas, puisque le mal qui a été fait est profond. Donc le peuple a gardé la mémoire, on sait qui est qui. La crise actuelle n'a pas pour pendant le pouvoir du président Tshisekedi, non, n'a pas pour pendant. Sa gestion, non, a pour pendant les gens qui ont toujours travaillé avec le Rwanda. Et quand vous prenez le pouvoir en 2019, l'UDPS arrive au pouvoir en 2019, est-ce que l'AFCM 23 est sur le terrain ou l'AFCM 23 n'est pas sur le terrain? Est-ce que l'AFCM 23 occupe des localités ou pas? Est-ce que l'AFCM 23 a cette puissance de force qu'elle a aujourd'hui ou pas? En 2019, quand vous prenez le pouvoir, vous rendrez compte qu'une personnalité hautement placée de Nations Unies avait été déclarée persona non grata dans notre nation, puisqu'il avait tenu des propos tendant à faire l'apologie du M23. C'était juste au lendemain de la prise de fonction de notre président actuel, vous vous rendrez compte. Et les M23, quand vous entendez des gens du bord de celui qui est leur chef dire que non, Kabila avait vaincu les M23, on se demande le jour ou la nuit. Donc, ce sont des gens qui ont toujours été entretenus. Et on voit tout ce qu'il y a comme défection, tout ce qu'il y a eu, tout ce qu'il y en a presque plus, comme défection des officiers qui quittaient l'armée régulière pour aller rejoindre les M23. Donc c'était des gens qui s'étaient camouflés. Camouflés même au sein de notre armée, au sein de notre administration. On a vu ça. Comment vous vous rendez compte, quelqu'un qui a été l'ancien président de la CNI qui a organisé les élections, se retrouve à la tête d'un mouvement insurrectionnel. Des mouvements qui massacrent des litres de tonnes de sang congolais entre les mains. Innommable. Donc ces mouvements avaient été entretenus et vous voyez l'ancien chef de l'État se retrouver aux côtés de ces messieurs-là. Vous comprenez tout ce qui avait été dit, tout ce qui avait été documenté, la vérité a éclaté. Donc voilà, le chef de l'État arrive avec une volonté de travailler même avec le Rwanda. Dès le début, il a dit, moi je ne parlerai pas avec ces gens-là. Je vais parler avec leur chef directement. Dès le début, on a vu des missions qui partaient au Rwanda, parler avec Kagame, mettre en place de feuilles de route pour développer des affaires ensemble, mais ils n'ont pas voulu entendre. Donc la question c'est ça, c'est les Rwandais qui agressent notre nation depuis plus de 30 ans, et ça c'est pas moi qui le dis. Il y a des rapports des experts de l'ONU qui sont là, donc ça ne vient même pas d'une officine de mon parti politique, absolument pas. La vérité là, elle ne doit pas être trafiquée. Donc, très cher Larousse. Je crois que j'ai voulu t'entendre de manière un peu plus apaisée parce que tu parles des questions effectivement patriotiques qui nous concernent tous. C'est vrai que tu as relevé la question sur le plan historique, cherchant à dire que la crise que nous avons dans notre pays, la crise particulièrement sécuritaire, n'a pas forcément pour cause les frustrations politiques. Le dire de cette manière serait dire des choses à demi-mot. Ça serait une demi-vérité. Pourquoi? Parce que l'histoire politique de ce pays nous le renseigne suffisamment. Ça n'a pas commencé maintenant. Je recule qu'après de 30 ans. Le génocide rwandais a été, ce qu'on appelle génocide rwandais, est intervenu vers les années 1994. Mais avant 1994, en République démocratique du Congo, après la CNS, nous sommes entrés dans une transition qui a pris beaucoup d'années. Et cette transition a donné lieu à quoi? Lorsqu'il y a eu le refoulement, lorsqu'il y a eu ce que nous avons appelé le génocide rwandais, quelques temps après, il y a eu un troisième larron qui a intervenu, c'était Mzee Kabila, qui a été récupéré dans la situation pour pouvoir mener une rébellion contre le régime de Mobutu en son temps. Ce que je veux dire ici, tu l'as dit indirectement, c'est que la crise que nous vivons, c'est vrai que c'est le Rwanda qui est à la base de cette crise sécuritaire et qui utilise certains Congolais, mais ces Congolais-là qui sont utilisés pourquoi? Parce que la plupart ont des frustrations politiques. Ne pas le dire clairement, on risquerait encore de rechuter dans le même problème. Ça fait partie de l'histoire de ce pays. Si nous ne savons pas le dire de manière claire, que les acteurs politiques doivent être caractérisés par une certaine responsabilité, ils vont continuer à être récupérés par celui que vous appelez notre agresseur de plus de 30 ans, et nous allons continuer dans un cycle d'insécurité des décennies en décennies. La crise en République démocratique du Congo, c'est vrai qu'elle est sécuritaire d'une part, mais aussi il faut reconnaître que cette crise sécuritaire a d'autre part certaines causes, à savoir des frustrations politiques. C'est très important. Mais une chose qui y est faite,
On est parvenu à voter à la mandature passée sous M. Mbo sur l'Assemblée nationale une loi qui fait en sorte que plus aucun gouvernement de cette nation était autorisé à faire de brassage et de mixage avec ceux qui étaient dans des mouvements insurrectionnels. Et moi, je crois qu'on doit aller plus loin. Là, ici, je parle à notre commandant suprême. Je parle aussi à nos amis qui sont à l'Assemblée nationale. On doit mettre en place une loi qui non seulement sanctionne, mais qui écarte de la vie politique tous ceux qui sont en intelligence avec le Rwanda, tous ceux qui sont en intelligence avec un État ou un groupe agresseur de la RDC. Ça serait une bonne manière de faire. Très cher Larousse, n'oubliez pas le contexte dans lequel nous sommes, c'est un contexte politique. On n'encadre pas les questions politiques par des éléments liés au juridisme. Ça serait compliqué. Vous avez entendu M. Joseph tantôt. Les questions politiques, rassurez-vous, qu'elles trouveront toujours des solutions par des compromis politiques. Jamais par des lois et jamais par des textes. Rassurez-vous. M. Joseph Nkongolo, je vous passe la parole. Cette situation, certes, elle est due à une agression qui date de très très longtemps. Mais actuellement, si nous devons revenir sur les causes en interne actuellement et les responsabilités des dirigeants actuels, on va les exempter totalement, notamment Félix Tshisekedi et tous ces gouvernements. Est-ce qu'on devra tous les exempter totalement de ce qui arrive aujourd'hui? Bon, je crois que tu conviens avec moi que nous sommes dans l'après-guerre. Heureusement que toi aussi tu es dans l'après-guerre. Nous sommes pendant guerre. Toi aussi. Quand tu poses cette question, la justice ne vient pas pendant la guerre. La justice vient toujours après la guerre. Bon, la responsabilité politique ou la mauvaise gouvernance d'un appareil étatique ne signifie pas prendre les armes contre la République. Pourquoi l'UDP, ça fait 30 ans, 37 ans dans l'opposition? Vous voulez dire que ceux qui dirigeaient étaient ça? Non. Quand on a des frustrations d'ordre politique, eh ben, on crée une opinion pour qu'au moment des élections, vous puissiez aussi prendre le pouvoir et corriger les erreurs des autres. Là, vous êtes dans la condamnation. C'est ça, c'est ça. Je suis dans la cause. Dans les causes. C'est vrai que le Rwanda est là. C'est ce que je dis. Ce ne sont pas les frustrations politiques. La part de responsabilité des autorités actuelles. Bon, moi personnellement, vous n'en voyez aucune. Non, écoutez, le M23 semble nous dire que c'est à cause de la mégestion, mauvaise gouvernance, qui nous ont poussé, ça c'est l'AFC, hein, qui nous ont poussé à prendre les armes. Moi je crois que c'est faux. C'est faux, aujourd'hui c'est bien clair, c'est un supplétif tout simplement du Rwanda qui voulait diversifier, n'est-ce pas, ses moyens de guerre. Voyez-vous? Mais à proprement parler, c'est Samba qui parle, vous avez Fayoulou qui tente de faire aussi des critiques sur la gouvernance. Pourquoi il ne peut pas prendre les armes? Non, c'est des choses qu'il faut condamner carrément. Sinon, on va continuer dans le même cycle de répression, négociation, et puis on intègre le pouvoir. C'est pas normal. C'est pourquoi je loue le courage du président de la République. Je loue son courage parce que devant cette machine, Kabila l'a répété plusieurs fois. Depuis CNDP, vous avez... On a fait la même chose. On n'avait plus d'armée en fait. C'est comme si ces gens-là, c'était par grappe. Mais pourquoi vous ne condamnez pas ce que les autorités... Ce que l'opposant condamne les autorités? Qu'est-ce qu'il dit l'opposant? Il n'a pas de discours cohérent. S'il vous plaît, les opposants disent qu'il y a un problème déjà fondamental au niveau de la source de ce pouvoir. Il est illégal, il est illégitime. C'est de là que vient ce problème. Qu'est-ce qui est illégitime? Qu'est-ce qui est illégitime? Le pouvoir. La manière dont ce pouvoir a été acquis n'a pas été acquis de façon... Mon frère, ce discours-là, je crois qu'il faut de façon sérieuse. Non, il faut le laisser aux autres. Ici, le problème de légitimité a été résolu dans le contexte qui est le nôtre, congolais. Pourquoi le contexte qui est le nôtre? Parce que le Congolais, il confond l'échec et la frustration. Non, quand vous avez échoué, vous avez échoué. Il ne faut pas dire que je suis frustré parce que j'ai échoué. Tout celui qui a échoué, il dit que non, on m'a volé le vote. Mais comment? C'est pour 500 postes. C'est pour 500 postes. Ce n'est pas les 41 000, c'était 40 combien? Plus de 20 000 candidats au niveau de la députation. C'est ce qu'il faut dire. Attention, il faut observer le Congolais lui-même, qui n'a pas le patriotisme en lui, malheureusement. Mais il n'arrive pas à comprendre. Quand il échoue, il est mauvais. Quand on ne le nomme pas, on ne même pas, c'est ma tribu. Donc, un problème individuel devient le tribu de la tribu, devient le problème de la province. Mais quand on il faut analyser le langage du Congolais. Quand il y a un scrutin qui n'est pas transparent, ceux qui perdent font quoi? Je ne dis pas que le scrutin n'a pas été transparent. C'est juste un exemple que je donne. Je dis, s'il n'est pas transparent, je fais comment? D'accord. Donnez-moi l'exemple en Afrique. Je quitte le Congo. Un scrutin transparent, comme vous le voulez. Il y en a? Vous voulez dire qu'il n'y a pas de scrutin? Comme vous le voulez. Je vous dis, c'est moi qui vous dis. C'est mon travail. Moi, j'observe tous les scrutins.
Et je l'ai su à la lettre, pas seulement à la télévision, dans les éditions d'information. J'entre à l'intérieur. Je vous dis que ici en Afrique, on l'a dit plusieurs fois, je crois que c'est un débat, la démocratie classique, telle qu'on l'a portée par l'Occident, n'est-ce pas? Elle semble n'est pas collée avec les réalités africaines. Bon, Okay? ça, c'est un autre débat. Nous le faisons comme des simulacres, comme des montagnes. Ça, c'est un autre débat. Vous comprenez? Justement, c'est ce que je vous dis. Ça veut dire que même l'Occident, pourquoi on n'a pas condamné l'élection du président de la République en 2023? Pourquoi on n'a pas condamné? Ils ont une autre grille d'appréciation de la démocratie quand il s'agit de l'Afrique. Parce que notre culture ne peut pas donner la démocratie dans les lignes et limites de l'Occident. Nous pouvons avoir une démocratie, certes, mais pas dans les lignes de l'Occident. Vous comprenez? Et quand ils acceptent les élections, par exemple, le Cameroun, je n'ai pas entendu la France parler contre ça, et pourtant c'était un simulacre d'élection. Allez à Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Partout, allez en Tanzanie, c'est la même chose. Pourquoi ils ne condamnent pas? Parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'intérêt là-bas. Le jour où ils auront l'intérêt, RFI va faire toutes les sortes d'émissions, appels aux auditeurs et tout sur le Congo. Parce qu'il y a des gros intérêts ici. Donc la démocratie ici chez nous, je ne peux pas dire que c'est une démocratie parfaite, mais elle est au moins acceptable. Et même l'élection du président de la République en 2023 est acceptable. Cela ne veut pas dire que l'élection n'était pas sans erreur, non plus. Non plus. Donc il y a une grille d'appréciation. Même l'Occident là, elle sait apprécier la démocratie en Afrique par rapport à chez eux. Et ils savent. Parfois ils ne le disent pas, mais ils savent. Donc c'est un peu ça. Merci bien, M. Joseph Kongo. On prendra rapidement le dernier tour de table et puis pour clore, cette affaire de suspension de motion contre les gouverneurs qui déstabilisent le pays pendant cette période de guerre. Le VPM Jacquemain Chabani plaide donc pour la suspension de ces motions de défiance. Nous sommes en période de crise sécuritaire importante. Cela n'aide pas au bon fonctionnement des institutions et c'est un sérieux problème qui se pose. C'est vrai, hein, on remarque ça, c'est récurrent. Ouais. Donc, je vais commencer par vous, je vais terminer avec les autres. Quel est votre avis par rapport à ça? Donc, d'abord parce qu'eux, ils ont fait un débat à deux à un certain moment, en m'arrachant quelques minutes. Il y a un dualisme entre le juridique et le politique, comme je le disais tout à l'heure. La loi est claire là-dessus. Ce que demande M. Jacquemain Chabani est contraire à la loi, mais est politiquement correct. Contraire à la Constitution, mais politiquement correct. Contraire à la loi, mais politiquement correct. Ça veut dire que, pour une certaine compréhension, on est en temps de guerre, quand même, il faut mettre de l'eau dans le vin, il faut... On doit cautionner la mégestion. Non, on doit cautionner la mégestion. Je fais l'analyse. Je n'ai pas encore donné mon point de vue. Le détournement... Je n'ai pas encore donné mon point de vue. Non, c'est pas sur ça. Donc, la loi est claire là-dessus. Quand le gouverneur trempe dans la mégestion ou l'incompétence et tout ce que vous voulez là-bas, en principe, si cela est clair, je crois que l'Assemblée provinciale peut prendre une motion de défiance contre lui. Ça ne dépend pas du temps de guerre ou de paix, ça ne dépend pas du jour ou de la nuit. C'est politiquement correct. En principe, c'est ça la loi. Ok? En tout temps, en tout lieu, en tout espace, la loi s'applique. Mais ici, nous sommes dans un contexte particulier. Voilà, nous sommes en guerre. Alors, ce que Jacquemain Chabani demande, c'est ce que je disais, c'est politiquement correct. Ça veut dire que politiquement, pour quelqu'un qui porte le pouvoir, il veut stabiliser les institutions. Et il cherche des moyens d'excuse. En réalité, des moyens politiques d'excuse pour essayer de stabiliser la situation et peut-être faire le pas sur le processus de négociation en cours. Mais quand il y a ce choc, là, c'est que Jacquemain Chabani manque. Ce qu'il manque pour convaincre les députés provinciaux, c'est le leadership. C'est la capacité de conviction. C'est la manière de communiquer. C'est des raisons valables pour asseoir une pensée, une opinion au sein des députés provinciaux. Vous savez, moi je me suis toujours dit, si c'était Étienne Tshisekedi qui réunit ces gens-là, qui leur dit ça, ils vont applaudir. Ils applaudiront et ils ne le feront plus jamais. Et c'est ça, c'est un élément très important politique. Un élément très important. C'est un manque de discipline aussi au sein de familles sacrées. Discipline, c'est trop fort. C'est-à-dire l'opinion, l'idée n'arrive pas à rassembler, à réunir. La personne qui l'accorde a-t-elle la capacité de pouvoir sécuriser le processus? Est-ce que ce qui dit c'est l'opinion du président de la République? C'est-à-dire qu'on peut violer un peu la loi pour que, je vous ai dans l'intérêt général. Je vous ai dit très clairement, quand vous faites un dialogue, ce n'est pas un processus constitutionnel. Ce n'est pas dans la Constitution. 2 fois ici chez nous, le dialogue pond un Premier ministre. N'est-ce pas?
Vous vous rappelez? Le dialogue depuis le CNS. Depuis la CNS. Kamel réussit à organiser un dialogue de la Cinco qui a pondu des premiers ministres de l'UDPS. C'est dans quelle constitution? Ce sont toujours des mécanismes politiques qui viennent résoudre des problèmes sociaux à travers, parfois en marge de la Constitution. Parfois, la loi est... En marge de la Constitution, mon frère. Tous les dialogues que nous organisons, et des fois, ils vous pondent même des premiers ministres. Ça vient d'où? Ça n'existe pas. C'est pourquoi je vous dis que très souvent, le politique tend à faire exploser le droit. Très souvent. Et c'est le cas, d'ailleurs, nous vivons tout ça. Pour la bonne cause. Oui. Bon, pour la bonne cause, selon l'opinion majoritaire dans le pays. Selon l'opinion majoritaire dans le pays. La bonne cause, c'est la cause de l'homme fort. C'est-à-dire que concrètement, on peut même aller au-delà. C'est-à-dire que on est en guerre, pas d'élection. Parce que le politique parfois supplante le droit. Mais nous sommes allés en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous avez entendu, même la France elle-même était dans une situation de délicatesse extrême pour condamner le coup d'État. Donc, je vous dis que la politique a ses réalités, qui dépassent même le droit. Les cas en Ukraine. Allez en Ukraine, voyez tout ce qui se passe. Regardez, la France ne s'est pas qualifiée. Mais on fait quoi de la loi? On la met entre guillemets, entre parenthèses Pour certaines circonstances, oui. Pour certains hauts intérêts, oui. Malheureusement. Malheureusement. J'aime que vous lisiez souvent Machiavel. Il révèle beaucoup de choses dans ce qu'il vous dit. La loi, la Constitution, ce sont des lois, ce sont des cadres indicateurs. Ça ne risque pas de renforcer, d'augmenter le nombre des frustrés, parce que ceux qui sont là, qui prennent les armes... Il faut savoir encadrer. Regardez Trump. Trump a fait la même chose. Il a marché au-delà de la Constitution, sur les lois de la Constitution. N'est-ce pas? La conséquence est là. Il a créé beaucoup de frustrés aux élections la fois passée, il a perdu. C'est ça la sanction des civilisés. Ce n'est pas prendre les armes. Merci bien, Maître Samuel Koko. Votre avis par rapport à ça? Réelle politique exige, parfois la politique est un peu... D'abord, la demande de M. Chabani, Jacquemain Chabani, sur la suspension des motions pendant cette période de crise. Quelle est votre lecture? De manière claire, c'est une mesure anticonstitutionnelle d'abord à la base. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord redéfinir un peu certaines choses. J'ai apparemment l'impression qu'on aimerait bien commencer à... Comment je vais appeler ça? À normaliser certaines choses qui rendent maladroites nos institutions. Pour ce faire, je vais rebondir à ce que venait de dire M. Joseph tantôt par rapport au processus électoral. Vous savez, parler des élections, lorsque des élections ne sont pas bien faites, elles sont à la base des grandes dissensions et frustrations. Et lorsque vous êtes dans un processus électoral, il y a des éléments qui entrent en compte. C'est vrai qu'il n'existe pas des élections parfaites des parlements. Même aux États-Unis, il n'y a pas d'élection parfaite. Mais ce que l'on suit ici, c'est de pouvoir parfaire le processus. La difficulté chez nous, ce n'est pas à quel niveau. C'est que vous avez les acteurs politiques qui prennent en otage les institutions appelées à pouvoir encadrer le processus électoral. À savoir l'administration électorale, la CENI et la Cour constitutionnelle, par rapport à la désignation des animateurs de ces institutions. C'est de là que tout provient. Lorsque vous êtes déjà à ce niveau-là, et que vous n'êtes pas en mesure de pouvoir, ne serait-ce que sécuriser ce processus, en acceptant ne serait-ce qu'une certaine dose d'illégalité, vous ouvrez une voie de Pandore face à toutes sortes de dérapages. Ça veut dire que quelque part déjà au niveau de la nomination des animateurs de la CENI et de la Cour constitutionnelle, il faudra que ça se fasse de façon... De manière légale, il faudrait qu'il y ait vraiment un respect à ce niveau-là. Lorsque vous n'observez pas le respect des textes à ce niveau-là, vous êtes en train vous-même de plomber votre propre processus. Vous le plombez vous-même. Vous le plombez vous-même. C'est ce qui a fait que l'ancien président de l'UDPS, M. Etienne Tshisekedi, paix à son âme, il a prêté serment après les élections de 2011 chez lui à Limité, parce qu'il s'est dit j'ai été élu par le peuple, mes témoins étaient sur le terrain, ils ont écouté... Je prête serment parce que le peuple m'a voté.
C'est notamment l'une des raisons parce que la CENI n'était pas dirigée par des personnes consensuelles, crédibles. Je ne connais pas de manière claire quels ont été les mobiles fondant le président de l'UDPS de son temps, Étienne Tshisekedi, à faire ce qu'il avait fait en son temps. Mais ici, j'aimerais simplement dire une chose, c'est que les institutions appelées à accompagner le processus électoral doivent être caractérisées par ce que moi j'appelle une certaine légalité. Les animateurs appelés à pouvoir les animer. Lorsque vous ne le respectez pas, vous plombez votre propre processus. Et, pardon? C'est généralement les cas dans notre pays ou bien... Mais même pas c'est généralement le cas. Le dernier processus, c'est ce dans quoi nous nous sommes retrouvés pratiquement. Vous avez certaines personnes qui n'ont pas voulu prendre part au processus au prétexte que il y a eu les animateurs des institutions qui n'ont pas été nommés conformément à la loi. Nous n'allons pas ouvrir cette parenthèse-là présentement. Tout simplement, ici, je voulais dire que ne normalisons pas certains malaises qui constituent le fonctionnement des institutions. Mais vous êtes d'accord avec lui, vous êtes d'accord avec lui que parfois le droit ne répond pas à tout. Effectivement, le droit ne répond toujours pas à tout. Mais là où le droit a prévu certaines choses, il faut l'appliquer. Mais quand est-ce qu'on recourt au compromis politique? C'est lorsque nous sommes bloqués face à une difficulté. Face à une difficulté, d'accord, on peut recourir à des compromis politiques. Mais lorsque nous sommes dans une situation claire et ouverte, où la loi a tout prévu, on ne recourt pas à des compromis politiques. On recourt à des compromis politiques en cas de crise. Pas en dehors de ce contexte-là. Sinon, on va se retrouver dans un État, dans une république bananière où on n'aura plus besoin de recourir forcément aux lois. Et c'est chose qui serait très dangereux. Alors, pour revenir à la question liée à la mesure qui a été prise par le vice-premier ministre de l'Intérieur, tendant à pouvoir demander aux assemblées provinciales d'adopter une résolution tendant à pouvoir empêcher aux membres des assemblées de pouvoir voter, de pouvoir procéder par des motions et des pétitions. Mais là, il s'agit des activités parlementaires de chaque député provincial. Lorsque l'on prend pareille mesure, est-ce que l'on se pose les questions sur les répercussions de ces genres de mesures? Peut-être qu'ils pouvaient le faire au sein de façon informelle, au sein de la famille. Par exemple, ça aurait pu se faire de manière informelle parce que nous savons que la majorité des assemblées provinciales appartiennent à un camp politique bien connu dans notre pays. Il fallait qu'il y ait une rencontre. Le contexte politique de sécurité non, pas au niveau institutionnel. Pas au niveau institutionnel. Au niveau institutionnel, on ne peut pas demander aux assemblées provinciales d'adopter des pareilles mesures. Ils vont les adopter en prenant pareille résolution. Ils vont les fondre pour ça. Ni arrêté, ni circulaire, ni quoi. Ça se passait comme ça dans une réunion. Il n'y a pas un arrêté. Donc, vous savez, il n'y a aucun acte juridique. Il n'y aurait même jamais d'arrêté dans pareille situation. Ce genre d'arrêté serait vraiment totalement cassé sur principe. Mais sur le champ politique, bien entendu, mais cela pouvait se faire de manière informelle. Pas sur le plan institutionnel. Il y a une invitation, on invite le gouverneur, on invite les membres des bureaux des différentes assemblées provinciales, se retrouvent à Kinshasa pour une telle communication. Au niveau institutionnel, c'est ce que moi je fustige. Je n'accepte pas ce genre de choses. Pourquoi? Parce que vouloir nous retrouver dans pareille situation, c'est très dangereux. Mais quelles sont les causes? Pourquoi nous nous retrouvons dans pareille situation? Pourquoi est-ce que les assemblées provinciales se mettent à pouvoir renverser à tout moment les bureaux et les responsables exécutifs? Les motions sont généralement alimentaires. Et pourquoi c'est alimentaire? Un petit mot, je sais que c'est le tour de la course. Oui. Je voudrais dire ceci. Nous avons épilogué autour d'un élément essentiel. Oui. La démocratie est une valeur. OK? Elle est fondée sur des valeurs. Okay. Une culture politique qui doit être sécularisée. Malheureusement, ici chez nous, on nous a amené une démocratie sur des individus au lieu, et il n'y a que des citoyens qui peuvent supporter la démocratie. Ce ne sont pas des individus bruts. Il n'y a que des citoyens, c'est-à-dire des gens préparés, qui doivent connaître quels sont mes droits, quels sont mes devoirs et comment les défendre. Or, on a amené une démocratie sur des hommes bruts qui ne connaissent rien. C'est la raison pour laquelle tout est politisé. La politisation, c'est la conséquence d'une carence de culture politique. Ah, c'est comme ça que même pour choisir un député, même pour choisir un président de la CENI, c'est politisé. Tout le monde veut à ce qu'il soit de son côté. Mais c'était pas des bons... Même les prêtres catholiques, comment on dit, les confessions religieuses. Les confessions religieuses, politisées. Ça, c'est la carence. C'est ça les conséquences d'une carence de culture politique. Parce que les citoyens qui vont là-bas, même quand ils vont voter, écoutez, j'ai fait 2 fois la campagne. Quelqu'un vous dit, lui, dans tous les deuils, il est là. Dans tous les deuils, il est là. Quand vous avez deuil, vous le voyez en premier, il organise des choses, on le vote pour ça.
Vous comprenez? Donc, vous comprenez que sur un tel citoyen, un tel monsieur, un tel individu, c'est difficile de mettre une charpente de loi qui constitue cette démocratie-là, des valeurs qu'il n'a pas. Voyez-vous? C'est la raison pour laquelle notre démocratie va toujours basculer, de temps en temps osciller comme une flamme de feu. C'est ça le problème. C'est ça, toutes les maladies que nous avons, en principe, en général, viennent de là. On n'a pas développé le citoyen, il n'existe pas. Parfois, même ceux qui sont au pouvoir, il ne faut pas croire que c'est seulement dans l'histoire de l'Anda. Même ceux qui sont au pouvoir, parfois ils ne savent pas quels sont nos droits, quels sont nos devoirs. Pourquoi je suis là? Vraiment. Voilà. Merci bien, la culture politique. Monsieur Larousse-Mouillet, votre avis par rapport à cette demande du ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre de l'Intérieur, chargé de l'Intérieur? Sans entrer dans le fond de cette question, moi je vais faire un petit commentaire pour dire que quand le respect d'une loi doit conduire à la désolation, la suspension de cette dernière est plus qu'un impératif. Qui t'a appelé la loi? Vous avez la liberté de votre commentaire. Merci, j'apprécie. On n'a pas connu des histoires comme ça, les valses de premiers ministres, de présidents d'assemblée provinciaux, de gouverneurs qui s'en vont et qui reviennent, sous le maréchal Mobutu. Puisque nous avons une constitution qui a assuré la désignation de gouverneurs par le président de la République. Je regrette un peu cette époque-là. Je regrette vraiment. Je vais dire même pas qu'un peu. Je crois que tout part aussi de cette constitution qui a été donnée comme ça aux Congolais sans avoir préparé l'homme congolais, comme disait M. Joseph. Vous proposez la centralisation du pouvoir, pas la décentralisation. J'ai jamais été contre la centralisation du pouvoir parce qu'une nation doit avoir un chef. Regardez ce que... Il dirige en tout, partout et pour tout. C'est lui qui est... C'est lui qui représente vraiment l'État, en quelque sorte. Si vous voulez même, je voterai pour une loi d'habilitation générale. Mais laissez-moi développer. Donc, regardez ce que sont la Chine aujourd'hui, la Turquie, la Russie il y a 30 ans. La Russie était terminée. Mais regardez, voilà, c'est ça. Quand vous avez une nation qui est conduite par la vision d'un chef, voilà, c'est ça que ça donne. Mais l'état de nos entités territoriales décentralisées, enfin, c'est à plaindre. Mais si on suit, on respecte scrupuleusement les textes, ça veut dire que le président n'a plus de pouvoir, il a été dépouillé de ses fonctions. Mais là, qu'est-ce qu'on retrouve? Parce qu'on a parlé de mentions qui sont essentiellement alimentaires. On va laisser des gens diriger les institutions de la nation au gré de leur faim? Absolument pas. À un moment donné, nous devons nous répondre. C'est comme ça que moi, je veux profiter de cette occasion pour dire que ce qu'il faut nécessairement faire, c'est changer cette constitution et donner à la République, voilà, quoi, un nouveau Congo. C'est ça, moi je plaide pour ça. Parce que cette situation, on se retrouve dans une situation qui déplore tout le monde. Des gens de tous les bords politiques, bon, quand j'entends, je les entends déplorer. À chaque fois, le gouverneur, quand il arrive, il n'a même pas encore fini de faire son travail, il part, un autre doit le remplacer et tout. Ceux qui sont maintenus, parce qu'ils sont là, ils distribuent un peu de jetons et tout, mais quand ils ne les font plus, voilà, on les débarque. Et effectivement, il faut changer cette loi. C'est un impératif. Il faut changer la Constitution. Absolument. C'est un impératif. Un impératif. Absolu. Pour sauver la nation. Tout à fait. Un problème d'homme ou d'institution ou de loi, c'est un problème d'homme, c'est pas un problème de loi. Le débat s'arrête là. C'est vrai qu'on aurait aimé peut-être poursuivre, mais on poursuivra certainement la semaine qui va suivre. L'actualité reste toujours évolutive. Nous pensons que nous aurons encore des débats de ce genre. Peut-être qu'on aurait dû commencer par le premier sujet, mais de bonne guerre, c'est toujours important de pouvoir réunir des intellectuels, des universitaires comme ça pour pouvoir échanger. C'était un plaisir pour moi d'avoir animé ce magazine d'aujourd'hui, lundi 9, plutôt 10 novembre. Portez-vous bien et merci à tous les invités. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous tous également. Portez-vous bien.